Super, merci beaucoup Pierre. Et merci beaucoup pour l'invitation d'être là. Je suis très contente. Je suis planétologue à l'ISA-UCPRO avec un peu d'expérience en milieu granulaire et je m'intéresse surtout aux surfaces planétaires et les interactions entre les surfaces planétaires et les sondes et l'instrumentation. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler un peu de petits corps dans le système solaire. Et du coup, par petits corps, j'entends les comètes, les astéroïdes et les petites lunes. Et je vais surtout focaliser sur les astéroïdes aujourd'hui. Mais je me rends bien compte que vous n'êtes pas tous planétologues. Et du coup, peut-être une question pour commencer, c'est pourquoi nous, les planétologues, on s'intéresse aux astéroïdes, en fait. Et qu'est-ce que c'est un astéroïde? Donc, déjà, un astéroïde, c'est les briques restantes de la formation planétaire. Donc, au tout début du système solaire, il y avait un nuage de gaz et de poussière qui s'est condensé. Le Soleil s'est formé au milieu. Et toute la poussière autour s'est accumulée pour former d'abord les astéroïdes et ensuite les planètes. Et du coup, en étudiant les astéroïdes, on étudiait les briques de formation des planètes. En plus de ça, on pense que c'est les petits corps qui ont amené l'eau et la vie sur Terre. Du coup, en les étudiant, on peut comprendre un peu mieux les origines de la vie. Et finalement, il y a aussi une application de défense planétaire. Donc, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'on peut faire nous si jamais un jour il y a un astéroïde qui se dirige vers la Terre, qui a un risque d'impacter la Terre. Bon, ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent, qu'il y a un grand astéroïde qui impacte la Terre, heureusement, mais juste hier, en fait, il y avait un petit astéroïde qui a impacté dans le nord de la France, donc ça c'est une très jolie image prise au-dessus de la Manche. Et c'est un astéroïde d'1 mètre qui est rentré dans l'atmosphère et qui s'est explosé dans l'atmosphère au-dessus de la Manche. Bon. Donc, ça peut arriver. Ok, la première partie de ma présentation, je vais parler un peu d'astéroïdes, qu'est-ce qu'on a vu lors des missions spatiales et je vais surtout focaliser sur les grandes questions qui sont encore ouvertes. Et vers la fin de la présentation, je vais parler un peu de ce qu'on fait nous dans notre équipe pour essayer de répondre à ces questions et quelles sont nos approches pour vous donner une idée de ce qui se fait actuellement. Donc voici, vous avez l'astéroïde Eros. L'astéroïde Eros, c'était l'astéroïde que la NASA a visité il y a 23 ans aujourd'hui. On est arrivé le 14 février 2000, c'est approprié étant l'astéroïde Eros. Et cet astéroïde est 17 km en taille. Et la gravité à sa surface, c'est que 5 cm par seconde carré. Donc, c'est peu. Et ce que vous voyez à la surface, donc vous voyez une forme, c'est une espèce de forme de banane. Et vous voyez, il y a des cratères un peu partout. Donc, les cratères, ça arrive parce qu'il y a des impacts dans le système solaire. Et on sait à peu près combien d'impacts une surface a dû subir lors de sa vie. Et ce qui est intéressant, très intéressant pour ce corps Eros, c'est quand on regarde la distribution de taille des cratères à la surface, en fonction de la diamètre des cratères, on voit qu'il manque des petits cratères, en fait. Donc, il y a quelque chose à la surface. On sait qu'il devrait être formé parce que c'est les objets, c'est les astéroïdes et les météorites, les petits astéroïdes dans le système solaire qui impactent ces corps. On sait qu'il y en a beaucoup de petite taille. Du coup, la surface a dû subir beaucoup d'impact, mais on ne voit pas les traces. Du coup, la question, c'est pourquoi on a ce déficit des cratères de petite taille. On a aussi des endroits sur la surface où on voit des glissements des terrains, en fait. Et on voit ça parce que quand on expose la surface pendant longtemps à l'espace, ça devient plus rouge et plus foncé. Et là, vous voyez, dans cette cratère, on voit de matériaux fraîchement exposés qui est plus brillant. Et on voit le dépôt en bas de la cratère. Et ça, on voit partout sur la surface des endroits où le matière a été déplacée. On voit même des cratères qui sont remplis de poussière, en fait. Donc, on a des bassins de poussière et on ne sait pas vraiment comment ils sont formés. Et du coup, il y a plusieurs questions. On pense que peut-être qu'il y a de l'activité sismique dans ces corps qui est générée par les impacts de plus petits astéroïdes. Et ça fait vibrer tout le corps. Et ça déplace le régolithe à la surface. Et ça peut aussi faire en sorte qu'on élimine les petits cratères avec des vibrations sismiques. En plus de ça, il y a la fracture thermique des roches. Donc, les cycles thermiques sont très extrêmes. Et du coup, ça peut fracturer des roches. Et peut-être s'il fracture assez, ça peut remplir ces bassins de poussière. Il y a aussi des possibilités, la poussière se déplace avec des forces électrostatiques à travers la surface.
Et on n'a pas encore la réponse à ces questions. On ne sait pas exactement pourquoi et comment les régolithes se déplacent. Donc, un autre astéroïde, c'est l'astéroïde Itokawa. C'est l'astéroïde qui a été visité par la sonde japonaise Hayabusa en 2005. Donc, cette fois-ci, c'est que 300 mètres de taille. Donc, c'est vraiment petit. Et les gravités de surface sont vraiment en microgravité. Là, on est à 5,3 cm par seconde. Donc, autant dire, il n'y a vraiment quasiment pas de gravité à la surface du tout. Et là, vous regardez la surface, il n'y a aussi pas de cratères. Du coup, où sont les cratères à la surface? Pourquoi ils sont disparus? Est-ce que c'est parce qu'on a encore des processus de vibration sismique qui font disparaître les cratères? Une autre question, c'est quand on regarde la surface, on voit des gros rochers à différents endroits sur la surface, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont attirés là après la formation de l'astéroïde? Ou en fait, est-ce qu'ils étaient à l'intérieur de l'astéroïde et avec des vibrations, ils sont remontés à la surface de l'astéroïde? Je vais en revenir plus tard à cette question précise. Et on voit aussi des mouvements, donc on voit vraiment une régolithe active. Donc on voit des glissements des terrains, des ségrégations de particules, des espèces de dépôts, des glissements des terrains, des gros roches qui ont collé plus loin que les particules fines qui arrivent par derrière. Et on se demande toujours quels sont les mécanismes en fait, qui pilotent la ségrégation des particules à la surface des astéroïdes comme Itokawa. Et voici l'astéroïde Ryugu qui a été visité en 2018 par la sonde Hayabusa 2. C'est une autre sonde de la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Et là, vous voyez une forme de tupé, cet astéroïde, avec une crête équatoriale qui sort, une espèce de ceinture autour du centre. Et il y a aussi cet énorme rocher qui est en haut. Très grand rocher de taille. Donc, cet astéroïde fait 1 km en taille. Et cet rocher, c'est presque 100 mètres de diamètre, là-haut. Et avec cette mission, c'était vraiment chouette parce qu'en fait, ils ont amené des petits atterrisseurs. Donc, c'est joli de regarder, mais on peut apprendre beaucoup plus, comme vous savez tous, quand on va interagir, quand on va toucher directement les surfaces. Et du coup, il y avait un atterrisseur contribué par l'agence spatiale allemand et français qui s'appelait Mascot. Et ça, c'est une impression artistique. Et ici, vous voyez vraiment l'atterrisseur Mascot juste avant l'atterrissage sur l'astéroïde Ryugu. Et c'est une image prise par Hayabusa 2 par la sonde même. Il y avait aussi des petites sondes japonaises qui allaient à la surface également. Et voici quelques images prises de la surface de l'astéroïde Ryugu par l'atterrisseur Minerva de la JAXA. Et ce que vous voyez là, c'est que l'astéroïde est en train de tourner et du coup, vous voyez le soleil qui bouge dans le ciel pendant que l'astéroïde tourne. Et parce que les missions japonaises sont souvent vraiment sympas, ils avaient aussi amené avec eux un petit impacteur, donc un petit projectile qu'ils ont envoyé à 2 km par seconde à la surface, qui nous a permis de générer un cratère nous-mêmes à la surface et observer comment les cratères se forment en très faible gravité. Et c'était une expérience vraiment intéressante parce que ça a indiqué que la surface avait une réponse une résistance très faible. Et ça veut dire que le cratère s'est formé dans un régime dominé par la gravité. Et si vous vous rappelez, en fait, il y a tellement peu de gravité sur ce corps, c'était vraiment inattendu. On pensait que ça allait être la résistance du matériau qui allait contrôler la formation de ce cratère. Mais en fait, non, c'était la gravité. Donc, ça indique que quand on va sur ces petits corps, la résistance est tellement faible que même s'il n'y a pas de gravité, c'est l'effet dominant à la surface de cet astéroïde. Il y a aussi des mouvements des rochers. On pense que ça soit dû aux vibrations sismiques dans les alentours des cratères aussi. Et avec la mission Hayabusa 2 encore, on a pris un échantillon de la surface. Donc cette fois-ci, la sonde est descendue pour essayer de récupérer un échantillon. Et vous voyez, dès que ça touche la surface, en fait, c'est assez friable. Tout le matériel se lève. Et ils ont pu capturer une partie de cette surface. Et ils l'ont ramené sur Terre en 2020. Et voici à quoi ça ressemble. Donc, ils ont ramené 5 grammes, qui ne semblent pas beaucoup, mais en fait, si, c'est une grande réussite. Et on retrouve les particules angulaires, les particules lisses de taille millimétrique à submillimétrique là-dedans.
Et en fait, là, cet échantillon, c'est parmi les matériaux les plus primordiaux disponibles dans nos laboratoires aujourd'hui. Et le dernier astéroïde dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'astéroïde Bennu. C'était visité par la NASA avec son OSIRIS-REx en 2018. Donc, taille 500 mètres, encore une gravité de surface extrêmement faible. On retrouve de nouveau le forme de Tupé, qui est très intéressant. On voit la crête équatoriale, les très grands rochers qui se retrouvent à la surface. Et il y a aussi des études qui ont montré que la surface de cet astéroïde est très instable, en fait. Et il y a des espèces de terrassements qui arrivent aussi, avec des marches, si on regarde de près. Il y a des gros roches qui tiennent en place les matériaux juste au-dessus, voilà, qui empêchent que ça glisse vers l'équateur. Parce que sur ces petits corps, parce qu'ils tournent vite, il y a des glissements des terrains vers l'équateur et parfois même des éjections de particules de l'équateur vers l'espace, simplement parce que ça tourne vite et du coup les forces centrifuges sont plus grandes que la force de la gravité. Et Pierre m'en a parlé tout à l'heure de l'inertie thermique, donc merci Pierre pour cette introduction. Une chose qui était surprenante avec Bennu, c'est avant d'y aller, on a étudié en détail l'inertie thermique pour essayer de comprendre dans quel état sera la surface. Et si on regarde les images ici, on voit sur les grands corps comme Cérès, Vesta, la Lune, on a une énergie thermique qui est très faible. Donc ça veut dire que c'est des régolithes fines, assez matures. Et quand on va vers des corps où l'énergie thermique est plus élevée, là on va retrouver des grains plus taille centimétrique et plus comme du gravier. Donc, avant d'aller, Bennu s'est placé ici, en mesure d'énergie thermique, entre Eros et Itokawa. Du coup, on s'est dit, bon, ça sera de régolithes plutôt fin, pas trop de gravier. Et si c'est du gravier, bah, c'est de petits morceaux de gravier. Mais ce n'était pas du tout ce qu'on a retrouvé quand on est arrivé sur place. Et les ingénieurs étaient très paniqués parce qu'ils avaient fabriqué leur mécanisme d'échantillonnage pour prendre un échantillon de régolithes fins. Et là, on arrive et on voit que des gros blocs à la surface. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, ces gros blocs sont très poreux. Donc, Pierre a dit que la cohésion peut augmenter l'énergie thermique. Bah, la porosité, ça fait inverse. Et du coup, là, on a des gros blocs, mais très poreux. Et donc, ça diminue l'énergie thermique et ça empêche aussi la génération des régolithes de petite taille. Parce que lors des impacts, au lieu de générer des petits fragments, toute l'énergie est dissipée lors de la compaction des pores à l'intérieur des roches. Et c'est pour ça, on pense qu'on ne retrouve pas de régolithes fines à la surface de cet astéroïde. Et là, juste pour vous donner une idée de la porosité, donc quand je parle de très poreux, là on parle de porosité de 50%. Hein. Donc en noir, c'est les résultats de l'astéroïde Bennu et Ryugu, l'astéroïde juste avant, c'est en violet. Donc très poreux ces matériaux. Et parfois aussi, on voit des éjections de particules. Il y a beaucoup de théories pourquoi ça arrive, mais de temps en temps, on voit ces éjections, beaucoup de particules qui sont éjectées de la surface. Et l'équipe de OSIRIS-REx a pu suivre, en fait, pour faire des études extrêmement détaillées du champ gravitationnel du corps en regardant leur trajectoire. Et ça a donné des mesures extrêmement précises du champ gravi. Mais la question reste encore un peu ouverte de exactement pourquoi on voit ces éjections de particules. Voilà, et finalement, on a aussi pris un échantillon de la surface. Et cette fois-ci, donc cette surface qui semble être solide, quand la sonde a touché la surface, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la surface s'est comportée comme un liquide. Il y avait quasiment zéro résistance à la surface. La sonde a dû s'arrêter lui-même, puisque la surface n'arrêtait pas la sonde. Et si la sonde n'avait pas fait l'effort de s'arrêter, on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu pénétrer. Et du coup, les études ont montré que c'était un matériau très peu dense et à très faible résistance qui se comportait un peu plus comme un liquide, comme un solide lors de cette interaction. Voilà. Et du coup, le résultat, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'échantillons et c'est sur le chemin de retour actuellement l'échantillon de Bennu. Et du coup, lors du développement de la mission OSIRIS-REx, la plus grande incertitude concernant l'astéroïde était vraiment la résistance, la réponse de sa surface. Et comme dans beaucoup de missions qui vont interagir avec la surface, on a entendu ça aujourd'hui, les propriétés de surface, les propriétés mécaniques sont vraiment importantes. Et du coup, ça m'amène à mes dernières quelques planches où je vais parler un peu de nos activités de recherche liées aux petits corps. Donc, dans notre équipe, on a deux approches, en fait. On fait des expériences en laboratoire, mais aussi en faible gravité. On fait des simulations numériques
Et avec ces deux, on essaye de formuler des modèles physiques qui peuvent décrire un peu mieux les interactions en faible gravité. Et on utilise ces modèles pour faire des analyses in situ aussi. Donc, les analyses soit de la morphologie des roches, des interactions entre les sondes et les surfaces, les rovers. Et on espère un jour aussi pouvoir mettre nos sismomètres à la surface d'astéroïdes aussi pour faire la suite à la mission InSight. Donc, quelques exemples de nos travaux. Donc là, c'est un exemple dans un vol parabolique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un avion qui va grimper pendant 20 secondes, coupe les moteurs, et ensuite, l'avion, ce sera une chute libre pendant à peu près 22 secondes. Et quand on est en chute libre, on a l'impression d'être en 0G. Et ensuite, les moteurs se rallument de l'autre côté et on sort du parabole. Et du coup, nous, on avait monté une manip pour regarder l'effet de cisaillement sur du milieu granulaire et la convection granulaire en faible gravité. Et donc, ça, c'était nous, il y a quelques années, en vol parabolique avec notre manip ici. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut expliquer ces gros roches à la surface d'Itekawa par des processus de convection granulaire? C'est-à-dire, on va s'écouler ou avoir un écoulement. Il y a un écoulement secondaire qui va faire remonter les grandes particules, un peu comme l'effet de noix d'Amazonie ou quand on va s'écouler les boîtes de céréales, c'est les gros morceaux qui montent vers le haut. Et du coup, avec notre cellule de cisaillement de taille Taylor-Couette, en fait, on a regardé l'écoulement secondaire. Et on a montré que quand on va en faible gravité, la convection granulaire s'éteint, en fait. Donc, on ne le voit plus, au moins à des échelles très, très, très longues. Du coup, ça indique que c'est peu probable, en fait, que la convection granulaire est responsable pour la présence de ces gros rochers à la surface d'Itekawa. Un autre exemple, c'est plus lié aux atterrissages ou échantillonnage d'astéroïdes. Donc là, on utilise un tour à gravité variable. Donc c'est un tour de chute. Un tour de chute classique, en fait, il y a une boîte qui tombe. Et pendant que la boîte tombe, tout ce qui est à l'intérieur est en chute libre et a l'impression d'être en 0G. Nous, on a modifié ça un peu. On a ajouté des pulleys et des contrepoids. Comme ça, on contrôle l'accélération de notre boîte pendant que ça tombe. Et du coup, on peut avoir gravité variable à l'intérieur et ça nous permet de faire des expériences, surtout des expériences d'impact ou d'atterrissage en faible gravité et en modifiant le niveau de gravité aussi. Pour ça, on a des projectiles et on a mis des accéléromètres à l'intérieur de nos projectiles pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe in situ lors de l'atterrissage sur un astéroïde. Du coup, quelques exemples. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit l'accélération enregistrée en fonction de la vitesse de collision. Et du coup, je vous ai remarqué, c'est pour les milieux granulaires, ils peuvent se comporter à la fois comme un solide, un liquide et un gaz. Et du coup, à plus forte vitesse de collision, on est dans un régime inertiel. C'est-à-dire que les grains sont devenus fluidisés, on a une traînée hydrodynamique et la force, du coup l'accélération, varie avec les vitesses au carré de l'impact ou du projectile. Par contre, quand on est en faible vitesse d'impact, on est dans un régime quasi-statique, c'est-à-dire c'est la force de frottement de résistance statique entre les grains qui domine, les particules se coincent, et là, on est dans un régime où on est indépendant de la vitesse d'impact. D'accord? Et ce qu'on a montré avec nos manips, c'est ce changement du régime inertiel vers le régime quasi-statique se produit à des énergies beaucoup plus faibles en faible gravité par rapport à un G. Donc, c'est-à-dire qu'on peut fluidiser de manière beaucoup plus facilement les surfaces d'astéroïdes par rapport aux surfaces équivalentes sur Terre. Du coup, ça impliquerait que les atterrisseurs pourraient être plus susceptibles de pénétrer dans les régolithes et plus facilement sur les surfaces des astéroïdes. Et on a démontré ça aussi avec des simulations numériques. Donc, voici des exemples. Donc, à gauche, vous avez en gravité terrestre, à droite, en gravité plus faible, 100 fois plus faible. Et ici, c'est exactement la même vitesse d'impact. Et vous voyez très clairement, il y a un comportement très différent entre les deux impacts. Et du coup, ce qu'on voudrait faire, c'est nous, on a été inspiré du monde de milieu granulaire pour essayer de comprendre la physique de ces impacts. Mais dans le milieu granulaire, souvent, tout est fait en fonction de la vitesse de collision. Et ici, vous voyez la distance de pénétration de notre projectile en fonction de la vitesse de pénétration pour différents niveaux de gravité. Et vous voyez, quand on est en faible gravité, ici, on pénètre beaucoup plus.
Ok, c'est intéressant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réexprimer ces résultats en termes de numéro de Froude. Numéro de Froude, c'est le rapport entre les forces d'inertie dans le système et les forces gravitationnelles. Et en faisant ça, en fait, toutes les données collapsent sur la même courbe et on voit qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe et on a une façon de prédire beaucoup mieux qu'est-ce qui va se passer en faible gravité. Et on a aussi développé un modèle analytique révisé en termes de numéraire de Froude qui colle très bien avec les données également. Voilà. Donc, quelques implications. Donc, comme je disais, pour une vitesse donnée, on devrait s'attendre à ce que les surfaces d'astéroïdes soient beaucoup plus rapidement fluidisées. Donc, si on a un projectile d'1 mètre qui impacte un astéroïde à 1 mètre par seconde, l'astéroïde Bennu, c'est un peu comme si on a le même projectile qui impacte cette surface sur Terre à 300 mètres par seconde. Voilà, vous voyez un peu les différences. Et une fois fluidisées, les forces de frottement sont considérablement réduites. Et du coup, ça donne cette faible résistance du matériau. Et ça peut aussi expliquer pourquoi le cratère sur Ryugu s'est formé dans un régime gravitationnel, même s'il y a très peu de gravité. Et du coup, c'est intéressant pour nous de comprendre les résistances, pour comprendre les processus de cratérisation, pour comprendre les origines des cratères, pour comprendre l'évolution géophysique des astéroïdes et aussi pour la défense planétaire. Et là, je vais terminer juste en vous montrant quelques images extraordinaires qui étaient prises avec la sonde DART le 26 septembre l'année dernière. Donc, DART, c'est une mission de la NASA qui a eu comme objectif d'impacter et dévier un astéroïde dans l'espace. Et c'est un astéroïde binaire. Et la sonde a impacté la lune de l'astéroïde binaire, le secondaire. Et voici des images qui ont été prises en direct l'année dernière, pendant que la sonde se dirigeait de manière complètement automatique à ce moment vers le petit astéroïde qui est 160 mètres en diamètre. Et du coup, on voit que ça devient de plus en plus résolu pendant son approche. Et la sonde rentre pile poil dedans, bam. Et la dernière image qu'on reçoit, ben, c'est normal, c'est tout rouge. C'est parce que ici, c'est tout ce que la sonde a eu le temps de transmettre avant de s'écraser à la surface. Et du coup, il y avait une autre petite sonde à côté qui a pris des images de l'éjecta. C'était spectaculaire. Vraiment, la quantité d'éjecta qui est sortie, c'était impressionnant. Même l'équipe, c'était au bord extérieur de ce qu'on s'attendait. Et ça amène à beaucoup plus de questions aussi, comme par exemple, comment se passe la propagation sismique dans un corps avec une telle faible pression de confinement. Déjà, Mars, c'est faible comme pression de confinement, mais là, c'est extrême en termes de pression de confinement. Qu'est-ce qui se passe en termes de propagation sismique? Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour les questions si je continue, mais je vais laisser mes conclusions ici et je m'arrête. Merci beaucoup.